Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des exercices du chapitre 14 sur les transferts quantiques d'énergie et la dualité onde-particule. Alors, donc comme d'habitude, le document ici PDF, vous l'avez sur le NT. On commence par les exercices du QCM. La valeur de la quantité de mouvement est liée à sa longueur d'onde lambda par la relation P égale H sur lambda, relation de De Broglie. Alors ça s'écrit De Broglie, mais ça se prononce De Broglie. Voilà. Les ondes de matière associées à un électron ou à un proton en mouvement ont la même longueur d'onde. Donc là, on sait que P égale H sur lambda avec le même lambda pour les deux. Donc ça signifie que les deux particules ont des quantités de mouvement de même valeur, puisque comme P égale H sur lambda et que H est une constante, si c'est le même lambda, eh bien c'est le même P. Alors là, comme on sait que P est égal à mv, la quantité de mouvement c'est la masse fois la vitesse, et bien comme le P est le même, et bien ça signifiera que la valeur de la vitesse de l'électron sera plus importante que celle du proton, puisque la masse de l'électron est plus faible que celle du proton. Donc comme mv est une constante, puisqu'on a dit que P était une constante ici, puisqu'ils avaient la même lambda et que H est une constante, donc même mv, comme m de l'électron est plus petit que m du proton, et bien v de l'électron sera plus grand que V du proton pour respecter l'égalité. Alors ensuite, une lumière monochromatique constituée de photons d'énergie 2,5 électronvolts, c'est dans le visible. Donc l'infrarouge, c'est les longueurs d'onde qui sont de l'ordre de 10-3 à 10-1 électronvolts, enfin 10-1 à 10-3 électronvolts plutôt. L'UV visible, c'est entre 1 et 10 électronvolts, et les méga-électronvolts, c'est pour les photons gamma. Donc comme on a vu dans le grand 1 du chapitre 14. Donc microscope électronique, la dimension du plus petit objet observable correspond à la longueur d'onde du rayonnement. On vous dit que vous avez un faisceau d'électrons qui se déplace à 4 10 puissance 5 mètres par seconde, donc on a la vitesse de l'électron. On connaît la masse de l'électron, elle était fournie ici, donc P égale mv, on a la quantité de mouvement. On va pouvoir trouver comme ça la longueur d'onde, puisque lambda est égal à h sur P. Donc ici, lambda égale h sur P, h vaut 6,63 10-34, P égale mv, donc ça nous fait 9,11 10-31 multiplié par 4 10 puissance 5, et on trouve 1,8 10-9 mètres, ici, pour cette longueur d'onde. Juste un point d'ailleurs, pour la question précédente, pour confirmer qu'on a bien affaire à du visible. On sait que E égale HC sur lambda, donc lambda égale HC sur E. H c'est 6,63 10-34, C c'est 3 10 puissance 8. L'énergie c'est 2,5 fois 1,60 10-19 joules, puisque un EV, un électronvolt vaut 1,60 10-19 joules, et 2,5 électronvolts ça fait 2,5 fois 1,60 10-19 joules. Donc comme E égale HC sur lambda et que lambda égale HC sur E, on calcule lambda directement. On trouve 497 10-7 mètres, soit 497 nanomètres. On est bien entre 400 et 800 nanomètres, on est bien dans le visible. Enfin, la question 5, l'image ci-contre présente une figure d'interférence photon par photon. Eh bien, cette figure illustre l'aspect probabiliste d'un phénomène quantique, puisqu'on ne peut pas dire où va se... Si on a 1000 photons qui ont créé cette image, on ne peut pas dire où va se trouver le 1001e photon, on peut juste dire qu'il aura une probabilité plus grande de se trouver sur une frange claire que sur une frange sombre. Cette figure ne permet pas de connaître le lieu d'impact de chaque photon, on vient de le dire, et cette figure permet de mettre en évidence la dualité onde-particule, puisque on voit les franges d'interférence caractéristiques d'un phénomène ondulatoire, et on voit aussi les particules, chaque point ici c'est un photon, caractéristique donc de l'aspect particulaire de la lumière. La lumière présente un double aspect particulaire et ondulatoire. C'est ni une onde ni une particule, c'est à la fois une onde et une particule. Et donc en fonction des expériences, ce qui est mis en évidence, c'est l'aspect ondulatoire ou l'aspect particulaire. Alors, lors d'une émission stimulée, un photon d'énergie E est émis. Lorsqu'un photon d'énergie E entre en interaction avec un atome dans un état excité. Voilà. Et donc on aura deux photons clones, il faut que cette énergie corresponde exactement à la différence d'énergie entre le niveau excité et le niveau E2 et le niveau E1. L'inversion de population, donc, a été mise au point par Kastler, prix Nobel de physique en 1966, est réalisée lorsque plus d'atomes sont dans un état excité que dans leur état fondamental. Le laser émet une lumière, donc réponse A ici,
Le laser émet une lumière monochromatique, donc ça c'est l'une des propriétés du laser. Elle est à la fois directive, cohérente, cohérente donc pour avoir des interférences, donc ASC, mais elle est aussi, on peut la concentrer spatialement et temporellement. Donc les propriétés du laser à connaître, c'est concentration spatiale de l'énergie, concentration temporelle de l'énergie, directive et monochromatique. Alors on peut rajouter cohérente, mais ça ne fait pas partie des compétences exigibles. Alors, le petit 3, l'énergie mise en jeu lors d'une transition électronique. Donc, une transition électronique, c'est. Alors, ici, oui, il faut comparer à ce qui est indiqué. Donc, supérieure à celle mise en jeu lors d'une transition vibratoire. Donc, transition électronique, c'est l'UV visible. Et c'est en effet supérieur à une transition vibratoire, puisque là, on est dans l'infrarouge. L'infrarouge, c'est entre 10-3 enfin, 10-1 et 10-3 électronvolts. 10-3 et 10-1 électronvolts, alors que l'UV visible, on est entre 1 et 10 électronvolts. Une transition d'énergie vibratoire est associée à une radiation infrarouge. Ici. La spectroscopie infrarouge permet quoi? Eh bien, elle permet de visualiser les liaisons. Donc, une transition d'énergie vibratoire, donc dans une liaison, c'est associé à une radiation infrarouge. Alors, le 9, vous aviez une vitesse, vous deviez calculer la valeur de la quantité de mouvement de l'électron, donc vitesse de l'électron. La masse de l'électron était fournie, donc P égale mv. Ça nous faisait 3 10 puissance 4 fois 9,11 10 moins 31 kg. Donc là, la quantité de mouvement, elle faisait 2,7 10 moins 26 kg mètre par seconde. Estimer la longueur d'onde lambda de l'onde de matière associée à cette particule en mouvement, P égale H sur lambda. Donc H c'est 6,63 10 moins 34 divisé par 2,7 10 moins 26. On se retrouvait avec 2,2 10 moins 8 mètres. 2,2 10 moins 8 mètres, ça nous fait 22 nanomètres, et 22 nanomètres, c'est de l'ultraviolet. C'est ce qui est indiqué ici. Exercice suivant, vous aviez un texte qui décrivait l'évolution des idées de la mécanique classique à la mécanique quantique. Et donc, à partir des deux représentations de l'atome d'hydrogène, il fallait associer au modèle classique ou modèle quantique. Donc, dans le premier schéma, on ne représente pas de trajectoire de l'électron, mais la probabilité de présence de l'électron, avec une probabilité plus forte là où on a une densité de points plus importante. Donc, elle est la même dans toutes les directions de l'espace. Et donc ça, cette représentation, elle est associée au modèle quantique. Aspect probabiliste d'un phénomène quantique. Dans le second schéma, on a une trajectoire de l'électron autour du noyau, comme en mécanique classique. Ensuite, petit 2, donner un exemple de phénomène où l'aspect probabiliste a été mis en évidence. Eh bien, quand on fait de l'interférence particule par particule, enfin particule de matière par particule de matière ou photon par photon, on voit à la fois le phénomène ondulatoire parce qu'on voit des figures d'interférence arriver, mais on voit aussi l'aspect particulaire parce que chaque point représente une particule. C'est ce qu'on voyait ici, je vous remontre ça. C'était cette image-là. Donc, met en évidence la dualité onde-particule. On a l'aspect ondulatoire avec la figure d'interférence et l'aspect particulaire avec les points. On continue, donc le 18, 3 transitions électroniques. L'absorption, eh bien, c'était le schéma A. Donc l'électron va passer d'un état fondamental à un état excité en captant le photon qui arrive ici. Le schéma B, c'était l'émission spontanée. Donc émission spontanée, réponse C ici, schéma B. Puisque donc là, l'électron va revenir à son état fondamental en émettant un photon. Et le schéma C, c'était pour l'émission stimulée. Donc là, on a déjà un électron dans un état excité. Un photon arrive qui a exactement l'énergie entre les deux niveaux d'énergie ici. Et bien ça va permettre d'émettre deux photons qui auront même direction, même fréquence, même longueur d'onde. Ce seront deux clones qui seront en phase. Et donc c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. Donc dans le cas de l'émission stimulée, calculer la longueur d'onde du photon incident. E égale hc sur lambda, lambda égale hc sur E. E est fourni ici de 34 électronvolts. On sait qu'un électronvolt c'est 1,70-19 joules. H on le connaît, C on le connaît, donc juste une application numérique à faire, lambda égale hc sur E. Ça nous fait 5,31 10-7 mètres, soit 531 nanomètres, on est dans le visible. Quelles sont les caractéristiques
du photon émis par émission stimulée, il a même énergie, même direction, même sens de propagation, il est en phase avec le photon incident. Donc les deux photons sont des clones, hein. Les deux photons émis par émission stimulée sont vraiment des clones. Alors, application au laser, donc le 22. Les principales propriétés du laser, vous en avez 4 à connaître. Concentration spatiale et temporelle de l'énergie, ça en fait 2. Directivité et monochromaticité. Et on peut rajouter cohérence, le cinquième qui est moins exigible. Et ensuite, eh bien, fallait dire quelle était la propriété qui était mise en évidence ici. Donc pour le premier, eh bien, la directivité, hein, il ne faut pas que les rayons lumineux divergent si on veut cibler précisément une zone à opérer. Pour le B, eh bien, c'était la monochromaticité. Un isotope est ionisé sélectivement. Pour cela, il faut utiliser un rayonnement de fréquence et de longueur d'onde unique et bien précise. Pour le C, c'était la concentration de l'énergie, concentration spatiale de l'énergie. Le laser permet de transférer rapidement une grande quantité d'énergie sur une surface de faible dimension. Pour le D, la directivité, il ne faut pas que les rayons lumineux divergent si on veut qu'ils atteignent la cible, qui est très très éloignée, 380 000 km quand même. Et pour le E, eh bien c'est la cohérence, hein. Pour avoir une figure d'interférence, il faut que la lumière soit cohérente, que la source de lumière soit cohérente. Alors, pour le 26, on avait un groupe hydroxyle, ici, caractéristique de la famille des alcools, et donc test chimique, mais aussi spectroscopique pour le mettre en évidence. Lorsqu'un alcool absorbe un photon de longueur d'onde convenable, il peut y avoir une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Définir le groupe hydroxyle, bah, c'est le groupe OH. Représenter le schéma illustrant cette transition énergétique, eh bien, on va avoir ici une absorption. Donc on va avoir un électron qui va passer du niveau E1 au niveau E2, ou du niveau EN au niveau EP ici. Donc on vous demandait ensuite à quel domaine spectral correspond une telle transition. Donc la transition d'énergie électronique, c'est de l'UV visible. Donc là, du coup, bah, ici, ce qu'on vous demandait de dire, c'était ça. Une transition d'énergie électronique, c'est UV visible. Ici, confirmer cette prévision en calculant la longueur d'onde du photon associée à cette transition, sachant que dans le cas du méthanol, les deux niveaux d'énergie sont séparés de 7,02 électronvolts. Donc on va chercher lambda, E égale hc sur lambda, lambda égale, comme E égale hc sur lambda, lambda va être égal à hc sur E. L'énergie, il faut l'exprimer en joules, donc 7,02 électronvolts, ça fait 7,02 fois 1,6 10-19 joules. H, la constante de Planck, 663 10-34, c'est fourni, c'est la célérité de la lumière est fournie également, et donc on fait le calcul, et on trouve 1,77 10-7 mètres, ce qui nous fait 177 nanomètres. On est dans l'UV puisqu'on est inférieur à 400 nanomètres. Alors ensuite, on vous disait qu'il est aisé de repérer sur un spectre infrarouge la présence d'un groupe hydroxyle, puisque on a une raie forte et large entre 3200 et 3600 cm-1. Et on a aussi un pic plus fin, carbone-oxygène, CO, entre 1000 et 1200 cm-1. Donc là, c'était le CO, entre 1000 et 1200 cm-1. Donc là, on était à peu près à 1030. Et là, c'était le OH à 3300 à peu près cm-1. Donc, longueur d'onde, là, on a les nombres d'ondes. On sait que les nombres d'ondes sigma, c'est 1 sur lambda. Donc lambda va être égal à 1 sur sigma, mais attention, vous aurez un résultat en centimètres, puisque sigma est en centimètres-1. Donc il faudra le convertir en mètres, une fois que vous avez calculé lambda en centimètres. Donc ici, lambda 2,89 10-4 cm en faisant 1 sur sigma, et donc ça fait 2,89 micromètres. Et lambda égale 9,71 10-4 cm en faisant 1 sur sigma, et ça fait donc 9,71 micromètres. On vous demandait ensuite la nature des transitions énergétiques correspondant à ces signaux, bah, c'est de l'infrarouge, hein. Là on est en spectroscopie infrarouge, ce qui est confirmé par le fait qu'on soit au-dessus de 800 nanomètres. 800 nanomètres c'est 0,8 micromètres, là on est à 3 et 10 micromètres, donc on est bien au-dessus ici du visible, on est au-dessus de 800 nanomètres. Donc comparer les énergies mises en jeu dans les deux transitions. On sait que delta E égale hc sur lambda.
Donc dire que delta E égale hc sur lambda, c'est aussi dire que delta E égale hc sigma, sigma étant égal à 1 sur lambda. Donc ça signifie que plus le nombre d'ondes sera grand, plus l'énergie sera grande. Ici, le nombre d'ondes de la liaison OH est plus grand que le nombre d'ondes de la liaison CO. Donc l'énergie pour casser la liaison, l'énergie ici de vibration mise en jeu sera plus grande que l'énergie de la liaison OH sera plus grande que l'énergie de la liaison CO, puisque le nombre d'ondes de la liaison OH est plus important que le nombre d'ondes de la liaison CO, et que delta E est égal à HT fois sigma, HT fois le nombre d'ondes, puisque delta E égale HT sur lambda, et que sigma égale 1 sur lambda. Allez, avant-dernier exercice, donc on vous présentait les prouesses de Claude Cohen-Tanouji et d'Alain Aspect, Claude Cohen-Tanouji qui a eu le prix Nobel pour ça, piéger des atomes entre des rayons laser pour les refroidir. Alors comment il les piège? En fait, on sait que la température c'est une grandeur macroscopique qui au niveau microscopique représente l'agitation thermique des atomes ou des molécules. Et là, en fait, eh bien, imaginez une personne qui serait munie d'un gilet pare-balles et qui se précipiterait vers vous, et donc pour le stopper, en fait, vous lui tirez dessus. C'est ce qui se passe ici. Hein. C'est comme ça qu'il stoppe les atomes. Et donc à chaque fois qu'on lui tire dessus, la personne encaisse une baisse de sa quantité de mouvement. Et donc il ralentit au fur et à mesure, et donc les atomes sont piégés comme ça entre 6 lasers, donc dans toutes les directions, et donc comme ils n'arrivent plus à se déplacer, l'agitation thermique diminue, et donc la température diminue. Alors, donc pour ce texte, donc il y avait des questions en rapport avec le texte. Donc première question, on vous dit, expliquez la phrase, plus le photon est énergétique, plus sa couleur tend vers l'ultraviolet. Delta E égale hc sur lambda. Donc si lambda diminue, ou on va prendre plutôt dans le sens, si l'énergie augmente, lambda diminue, puisque lambda est au dénominateur. Donc delta E égale hc sur lambda. Si lambda diminue, delta E augmente, ou si delta E augmente, lambda diminue. Donc plus le photon est énergétique, plus sa couleur tend vers l'ultraviolet. Puisque l'ultraviolet, c'est une longueur d'onde plus petite que le visible. On a des niveaux d'énergie E1, E2 qui sont représentés ici. Quelle relation doit vérifier la longueur d'onde lambda d'un photon pour qu'il soit au goût de l'atome et donc absorbé? Eh bien, la longueur d'onde lambda doit être telle que E2 moins E1 soit égal à HT sur cette longueur d'onde là. Donc la longueur d'onde lambda doit respecter la relation HT sur lambda égale E2 moins E1, ou ici pour que l'électron puisse passer de cet état fondamental à cet état excité. Quelle propriété du laser est mise en avant dans la phrase « Il faudra utiliser un laser d'une couleur bien déterminée » Eh bien, c'est la monochromaticité. Quelle propriété du laser est nécessaire pour piéger les atomes au milieu de 6 faisceaux laser? La directivité. Je vous rappelle que les deux autres propriétés, c'est concentration spatiale et temporelle de l'énergie. À une température proche du zéro absolu, l'aspect ondulatoire de l'atome prédomine sur son aspect particulaire. La lumière possède aussi ces deux aspects. Comment expérimentalement mettre en évidence chacun de ces deux aspects? Donc pour l'aspect ondulatoire, eh bien, diffraction, interférence par exemple. Pour l'aspect particulaire, eh bien, on a le seuil de l'effet photoélectrique qui ne s'explique que par cet aspect particulaire. On peut aussi parler de l'effet Compton, mais c'est pas au programme. Alors, petit 4a, les photons jaunes émis par le laser utilisé ont pour longueur d'onde lambda égale 589 nanomètres et percutent les atomes de sodium. Pourquoi peut-on dire que ces photons sont au goût de l'atome? Eh bien, ils vont être au goût de l'atome parce qu'ils vont être absorbés par l'atome. Et pourquoi seront-ils absorbés par l'atome? Parce que leur énergie permet de passer de l'état fondamental à un des états excités. Et donc pour ça, on va le prouver en calculant l'énergie de ce photon. Donc Hc sur lambda, ça H 663 10-34 fois C 3 10 puissance 8 divisé par lambda 589 10-9. Et donc ça nous fait 3,38 10-19 joules. Alors le problème c'est qu'ici les énergies ne sont pas en joules mais en électronvolts. Pour avoir l'énergie de joule en électronvolts, on va diviser par un 6 10-19. On se retrouve avec 2,11 électronvolts. Quand on est dans l'état fondamental et qu'on a un photon de 2,11 électronvolts qui arrive,
donc moins 5,14 plus 2,11, on va passer au niveau moins 3,03. Et il se trouve que le niveau moins 3,03 existe. C'est le premier état excité ici pour l'atome de sodium. C'est pour ça que cette longueur d'onde est absorbée. Une longueur d'onde plus grande ou plus petite n'aurait pas été absorbée. Il faut qu'on tombe pile sur un des niveaux d'énergie ici indiqués pour l'atome de sodium. Parce que l'énergie correspond à l'écart énergétique entre l'état fondamental de l'atome de sodium et le premier état excité, donc il est absorbé, c'est pour ça que ce photon est absorbé par l'atome. Et donc après absorption, l'énergie de l'atome ne sera plus de moins 5,14 mais à moins 3,03 électronvolts. Alors la valeur de la vitesse de l'atome est alors diminuée de h sur lambda m. Donc à chaque fois qu'il prend un photon, comme ça, l'atome de sodium, sa vitesse diminue de h sur lambda m. Comme je disais à la personne qui court vers vous avec un gilet pare-balles, à chaque fois qu'il prend une balle, eh bien, sa vitesse diminue de la quantité de, sa quantité de mouvement diminue de la quantité de mouvement de la balle, et donc on peut déterminer de combien va diminuer la vitesse de la personne qui court vers vous. Pour peu que la quantité de mouvement qui rentre en ligne de compte ici, et pas les traumatismes induits par la balle. Mais bon, là pour les photons c'est le cas. Vérifier par une analyse dimensionnelle que cette expression a la dimension d'une vitesse. Alors on sait que h sur lambda c'est égal à p. P égale h sur lambda, c'est la relation de De Broglie. Donc comme P égale H sur lambda et que P égale mv, H sur lambda c'est égal à mv. Et mv sur m, c'est v. Donc on a bien affaire à une vitesse. On pouvait aussi le dire que P égale H sur lambda, donc H est égal à P lambda. Donc P lambda, on remplace H par P lambda sur lambda m, ça nous fait P sur m, donc ça nous fait mv sur m, et donc ça nous fait v aussi. Calculer le nombre de chocs identiques que doit subir l'atome pour s'arrêter. Eh bien, en fait, il faut partir de la vitesse de départ. Donc, la vitesse de départ, c'est 3,10 puissance 3 mètres par seconde. Ça, c'était fourni dans l'énoncé. Et on sait qu'il perd h sur lambda m à chaque fois qu'il absorbe un photon. Donc, pour savoir combien de photons il va devoir absorber, on fait v divisé par h sur lambda m. Et donc, on trouve le nombre de photons. Et alors, quand on fait... donc V divisé par H sur lambda m, on se retrouve avec 100 000. Donc l'atome devra subir 100 000 collisions pour être stoppé. Dernière question, pourquoi ne peut-on pas utiliser un laser bleu de longueur d'onde 488 nanomètres pour stopper les jets d'atomes de sodium? Eh bien, calculons l'énergie de ce photon, HT sur lambda. On se retrouve avec une énergie qui vaut 2,55 électronvolts quand on la convertit en électronvolts, et 2,55 électronvolts ça correspond à aucune transition énergétique. Donc l'atome ne peut pas absorber ce photon de 2,55 électronvolts, puisque là ici moins 5,14 plus 2,55, on va se retrouver avec un 2,6, enfin à peu près, et donc là moins 2,6 on n'a aucune énergie à moins 2,6. On n'a aucune énergie. Dans le diagramme de distribution de l'énergie de notre atome de sodium, on n'a pas de niveau énergétique ici à moins 2,6. Donc l'atome de sodium ne va pas absorber ce photon. Voilà. Et dernier exercice, on des particules. Donc c'était un anal qui vient de la Bolycée. La correction également, très bien corrigée sur la Bolycée comme toujours. Donc au début du 19e siècle, Thomas Young éclaire deux fentes fines et parallèles, donc dispositif des fentes Young. On a ici les franges claires, les franges sombres, alternance. Qualifier les interférences en A et en B. Alors en A, interférence constructive, en B, interférence destructive. Ci-dessous sont représentées les évolutions temporelles de l'élongation de trois ondes A, B et C. Choisir en justifiant les deux ondes qui interfèrent en A et les deux ondes qui interfèrent en B. Alors en A, il nous faut des ondes qui interfèrent en phase. Donc on pouvait choisir par exemple A et C. Par exemple, on peut choisir que A et C, parce qu'elles sont en phase, elles interfèrent en phase, donc on aura une interférence constructive. Pour les interférences en B, soit on prend B et C, soit B et A, puisqu'on aura des ondes qui arriveront en opposition de phase. On voit qu'un minimum de l'un correspond à un maximum de l'autre, donc là, ça va s'annuler, et on aura des interférences destructives. Alors, en 1961, la même expérience est reproduite, donc près de 200 ans plus tard, enfin 160 ans plus tard, et on remplace une source lumineuse par un canon à électrons qui émet des électrons les uns après les autres. Peut-on prévoir la position de l'impact d'un électron
justifié. Donc avec un... Alors ici, on va regarder un peu ce qu'on voit, hein, avec peu d'électrons, 50 électrons, 100 électrons, 200 et 1000 électrons, et 5000 électrons. Donc avec un faible nombre d'impacts, les positions d'impact des électrons sont aléatoires. On a l'impression d'avoir un remplissage qui est à peu près uniforme, et donc on ne peut pas prévoir la position de l'impact d'un électron unique. En quoi cette expérience mettait en évidence la dualité onde-particule pour l'électron? Détailler la réponse. Alors là, on va s'intéresser uniquement aux 4-5000 impacts. On voit apparaître une figure d'interférence qui est propre aux ondes, et on voit aussi les impacts individuels qui sont là propres aux particules. Et donc on reconnaît donc la figure d'interférence, d'où l'aspect ondulatoire des électrons, tandis qu'avec un faible nombre d'impacts, on observe l'aspect particulaire, donc un impact par électron. Et ça met aussi en évidence l'aspect probabiliste du phénomène. Alors, maintenant, on vous donne la formule de l'interfrange, qui n'est pas à connaître, I égale lambda d sur B. On vous donne l'incertitude sur la longueur d'onde. Delta I est fourni. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de l'onde de matière associée à un électron est donnée par la relation de De Broglie. Alors ça, par contre, la relation de De Broglie, elle est à connaître. P égale MV égale H sur lambda. Donc lambda égale H sur P égale H sur MV. On a tout, on a H 663 10-34, la masse de l'électron est fournie aussi, la vitesse 1,3 10 puissance 8 mètres par seconde était fournie, ce qui nous fait 5,6 10-12 mètres, 5,6 picomètres. Et en tenant compte de l'incertitude U de lambda, donc qui vaut 5 10-13 mètres, donc ça nous fait 5,6 plus ou moins, 5,6 10-12 plus ou moins 0,5 10-12, donc 5,6 plus ou moins 0,5 10-12 mètres. Alors ensuite, on vous demande de vérifier la cohérence, vérifier la cohérence des observations expérimentales réalisées avec le résultat précédent. Donc là, on a trouvé donc une longueur d'onde de 5,6 10 picomètres. Et donc on doit essayer de trouver la longueur d'onde d'un autre moyen. On nous a donné l'interfrange, donc on va déterminer l'interfrange ici. Donc entre moins 4 et plus 4, on a 1, 2, 3, 4 interfranges. Donc on a 2 micromètres pour... donc entre moins 4 et plus 4 micromètres, on a 4 interfranges. Donc une interfrange pour 2 micromètres, avec delta, voilà, l'incertitude sur l'interfrange de 0,2 micromètres. Donc lambda, ça va être égal à IB sur D. B était fourni, c'est la distance entre les deux fentes, 0,8 plus ou moins 0,2 micromètres. D, la distance entre la plaque et l'écran, 35 cm, était fournie aussi avec son incertitude. Donc on calculait comme ça lambda, ensuite on calculait delta lambda, et on vérifiait que les deux mesures se recoupaient. C'est-à-dire que les deux mesures de longueur d'onde, les deux intervalles obtenus en tenant compte des incertitudes, eh bien, se chevauchaient. Alors ici, donc on a trouvé I, donc on a dit que c'était 2 micromètres, on calcule lambda en faisant, comme on sait que I égale lambda D sur B, donc lambda égale IB sur D, on calcule lambda, on calcule l'incertitude sur lambda, donc U de I sur I, donc U de I c'est 0,2 micromètres, donc 0,2 sur 2, U de B 0,2 sur 0,8, c'était fourni, hein. Le B c'est la distance entre les fentes, donc on avait 0,2 micromètres pour l'incertitude et 0,8 micromètres pour la distance entre les fentes. Et pour la distance entre la plaque et l'écran, on avait 35 cm plus ou moins 0,1 cm, donc ça nous fait 0,1 sur 35. Alors ici, attention, il faut que les incertitudes et les grandeurs soient dans la même unité. Vous pouvez tout mettre en mètres si vous voulez, mais vous pouvez aussi tout laisser en micromètres ou en centimètres, il faut juste que les deux grandeurs soient dans la même unité. U de lambda, on trouve 1,4 10-12 mètres, on arrondit en gardant un seul chiffre significatif majoré, donc 2 picomètres. Ça nous fait lambda égale 5 plus ou moins 2 picomètres expérimentalement, et théoriquement 5,6 plus ou moins 0,5 picomètres. Donc expérimentalement on est entre 3 et 7 picomètres, et théoriquement on est entre 5,1 et 6,1. Les deux intervalles se chevauchent, donc on a cohérence entre nos résultats. Et pour terminer, donc là on bouche une plaque et les électrons ne passent que par une seule plaque. Et donc là maintenant on n'a plus interférence mais diffraction, on reconnaît le phénomène de diffraction observé ici.
Et on vous demande quoi? Donc on vous demande à partir du document 3, déterminer la valeur de l'angle θ, sachant que la distance séparant la fente de l'écran est de 35 cm. Et on rappelle que tangente θ égale θ pour les petits angles. Alors, tangente θ égale lambda sur A. Donc ça va pas nous servir. Mais c'est aussi égal à la moitié de la tâche centrale sur D. Hein, tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est la moitié de la tâche centrale. Et côté adjacent, c'est grand D. La moitié de la tâche centrale, ça nous fait 8 micromètres, hein, puisqu'on voit que la tâche centrale, elle va entre moins 8 et 8 micromètres. Donc la moitié de la tâche centrale, c'est entre 0 et 8. Donc 8 micromètres divisé par 35 cm. Donc θ, ce sera égal à 8 10-6 sur 35 10-2. Et 8 10-6 sur 35 10-2, ça fait 2,3 10-5 radians, donc 23 microradians. Et on devait confirmer notre valeur de lambda qu'on avait trouvée grâce à la figure de diffraction. On sait que θ égale lambda sur A, donc lambda égale θ fois A. On vient de calculer θ, on connaît A, qui était fourni, 0,2 10-6 mètres, puisque c'était la largeur de la fente. Et donc on trouve 5 picomètres avec un seul chiffre significatif, et donc c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé précédemment. Allez, voilà, j'espère que c'était la dernière vidéo, j'espère qu'on se retrouvera le 4 mai et qu'on sera plus en confinement. Pendant les vacances, vous reprenez bien ce qui a été vu en confinement. Je vous donne un DM que vous me rendrez physiquement, donc pas via l'ENT, pas via la messagerie, hein. Je veux l'avoir en main propre le jour de la rentrée. Donc il sera sur le NT. Je vous donne une activité pour introduire le chapitre 15. Et essayez aussi de prendre une photo d'Atlas. Atlas, c'est peut-être la comète de la décennie. Difficile à prévoir avec les comètes, mais elle devrait être très lumineuse dans cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Cette comète est une comète sœur de la grande comète de 1844 elle a la même trajectoire qu'elle, et cette comète a été visible même en plein jour. Bon, celle-ci le sera peut-être pas, mais bon, en tout cas, elle devrait être très visible la nuit, et donc c'est la comète la plus lumineuse depuis Albopp, donc depuis 20 ans. Voilà, donc pendant les vacances, vous vous reposez, vous reprenez tranquillement ce qui a été fait, vous restez bien confiné tant que les consignes sont celles-là, et je vous retrouverai en pleine forme le 4 mai. Allez, bonne journée et à bientôt.